En question. Maintenant, nous allons parler des contrats de location. Ce que dit, ce que dit le Sisquadra révisé sur les contrats de location. Les contrats de location, généralement, quand on dit contrat de location, c'est qu'on veut parler dans un premier temps d'allocation-acquisition et dans un deuxième temps d'allocation simple. Donc, c'est deux types d'éléments qui nécessitent une clarification, surtout le premier. Un contrat est ou contient un contrat de location s'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif déterminé pour une certaine période en échange d'une contrepartie. Je reprends. Un contrat est ou contient un contrat de location. C'est qu'on peut dire que non, ça, c'est un contrat de location. S'il confère le droit de contrôler l'utilisation, parce que si je te loue quelque chose, c'est que tu as le droit de contrôler, non? C'est à ta disposition. À partir du moins de la durée de location, au moins tu as le droit de contrôle sur le bien en question. S'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif déterminé pour une certaine période en échange d'une contrepartie. Maintenant, le contrôle est conféré lorsque le client a le droit de décider de l'utilisation de l'actif déterminé et de tirer la quasi-totalité des avantages économiques de cette utilisation. Moi, ici, j'ai loué, donc. Et actuellement, je peux dire que ça, j'arrive quand même à l'utiliser comme je veux, hein. Si je veux demain, je peux, bon, peut-être avec autorisation, en tout cas, je peux mettre ce que je veux ici. Arranger les choses selon ce que dit mon contrat ou bien le contrat que j'ai signé. Je peux arranger et peut-être notifier que je veux faire, mais on ne peut pas m'interdire parce que peut-être le contrat au début avait dit que j'ai la possibilité peut-être de modifier, de faire ci, de faire ça. Mais j'ai quand même ce droit de contrôle en tout cas sur l'élément que j'ai loué. Donc c'est ça. On dit et de tirer la quasi-totalité des avantages. Oui, ça me donne des avantages actuellement. C'est des choses qui me donnent des avantages. Donc voilà à peu près. Si je loue peut-être un projecteur, celui-ci ne fonctionne pas et que je prends un projecteur, c'est qu'il y a un avantage économique qui est créé quand même par ce que je viens de louer. Parce que grâce à ça, je peux mener à bien ma formation et gagner en retour de l'argent. Donc voilà à peu près. Quasi-totalité des avantages économiques de cette utilisation. Si le fournisseur contrôle l'utilisation de l'actif pour fournir des services à d'autres clients, j'espère que c'est pas la suite, hein. Apparemment, c'est la suite. C'est ça? Je reprends donc. Ah, ok, donc c'est bon. Je me suis perdu dans la lecture. Si le fournisseur contrôle l'utilisation de l'actif pendant la période d'utilisation, le contrat est un contrat de service. Car le fournisseur utilise l'actif pour fournir des services à d'autres clients. En revanche, si le client contrôle l'utilisation de l'actif pendant cette période, le fournisseur perd le contrôle de l'actif et le contrat est un contrat de location. C'est bon? Si c'est juste que tu vas venir juste prendre, bon, je sais pas, hein. Quel exemple je peux donner? Location des chaises, par exemple. Location des chaises, oui. Oui, location des espaces de coworking. Coworking, ça c'est encore plus truc là, oui. Ça c'est un contrat de service. Ouais, un peu. C'est pas une location, c'est pas comme si ça là, je contrôle. Ouais, voilà. Puisque ça va avec l'exemple que j'avais donné premièrement. Ici, je contrôle la quasi-totalité voilà. Mais contrat de coworking, c'est juste peut-être une période de 2 heures, de 3 heures, de 5 heures ou du nombre d'heures que j'ai payé. Ça, c'est pas comme si j'ai loué le bâtiment, non. J'ai loué l'espace. Juste pour un temps. Donc, à tout moment, ils vont contrôler. Juste après 2 heures, ils vont dire, mon frère, c'est bon, hein. Je dois louer ça à un autre client. Parce qu'il doit effectivement le louer à un autre client. Donc, je pense que l'exemple là est beaucoup plus truc là. Donc, on dit si le fournisseur contrôle l'utilisation de l'actif pendant la période d'utilisation, le contrat est un contrat de service, car le fournisseur utilise l'actif pour fournir des services à d'autres clients.
En revanche, si le client contrôle l'utilisation de l'actif pendant cette période, le fournisseur perd le contrôle de l'actif et le contrat est un contrat de location. Donc, c'est justement ça. C'est justement ça. Comptablement, nous pouvons distinguer deux types de contrats de location. Je l'ai même déjà dit au début même du cours. Il s'agit des contrats de location-acquisition qui doivent être activés au bilan. Location-acquisition, ça vous rappelle quelque chose? Quel principe comptable? Location-acquisition. Les contrats de location-acquisition vous rappellent quel postulat? Ça, c'est que je vous ai aidé. C'est que vous n'irez plus chercher dans les cours historiques. Bon, je vais même pas donner parce que si je donne, c'est que je les guide encore. En tout cas, c'est pas une convention. C'est un postulat. Oui, madame? C'est quoi, s'il vous plaît? Manu, dis-nous quelque chose. Il s'agit de quel postulat? Et citez-moi déjà les postulats, on va voir. Au fait, vous devez maîtriser. Je veux que vous maîtrisiez quoi. Vous devez. Ah oh, bonsoir. Désolé, hein. Personne ne s'est connecté en ligne comme ce sujet et c'est pourquoi c'est encore parti. Oui, allez-y. Quand on dit contrat de location-acquisition, tout de suite, ça vous parle de quel principe comptable? C'est vrai qu'on n'est plus dans les principes, hein, mais je veux voir si ce qu'on a fait les séances dernières, là, si vous avez retenu quelque chose. Ah, c'était pas la séance dernière, c'est la séance d'avant la séance dernière. Mais c'est pas une excuse, même si c'est 4 ans après, vous devez toujours garder ça. Parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas conduire un véhicule sans tableau de bord. Vous ne pouvez pas conduire. Et la fois dernière, tu disais même qu'on peut pas conduire sans volant. Ou bien c'est pas toi. Ah, c'est le soir. Parce que je sais que la personne était là. Donc c'est le monsieur qui reste ici qui a dit ça. Ah, donc on peut pas conduire s'il n'y a pas de volant. Or, c'est ça qui est notre guidon. C'est ça qui nous guide. C'est les principes comptables qui nous guident dans la prise de décision. Tout ce que nous devons faire en ce qui concerne la comptable, c'est les principes comptables fondamentaux, notamment les postulats et les conventions qui doivent nous guider. C'est la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Vous ne devez pas oublier. Je vous interdis d'oublier. Je me permets de le dire, que je vous interdis d'oublier. Vous ne devez pas oublier ça. C'est pour votre bien. Hein. You don't have to forget that. It's very important. Bon, on évolue quand même. Donc ici, on peut parler des contrats de location-acquisition. Puisque on avait parlé de crédit bail, non? On avait parlé de crédit bail. Même au début, on avait dit la notion de crédit bail est remplacée aujourd'hui par une notion plus large. Ou bien on n'a pas encore parlé de ça. Alors c'est maintenant, on va parler de ça. Mais indirectement, quand même, on a parlé un peu de ça dans le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Bon, les contrats de location-acquisition qui doivent être activés au bilan. Ça, on l'avait dit. Hein? Et pourquoi ça doit être activé au bilan, on l'a expliqué déjà dans la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. On disait qu'on doit tenir compte de la substance ou la réalité économique d'un élément que de tenir compte de son aspect juridique. Quand bien même que le terrain, quand bien même que le bâtiment ne nous appartient pas, ou bien la fois dernière, tu as donné l'exemple de moto. Quand bien même que la moto ne nous appartient pas juridiquement, nous en avons quand même l'utilisation économique de ce bien. Donc, vu que nous avons un droit d'utilisation sur ce bien-là, on nous dit de le mettre à l'actif de notre bilan. En fait, c'est ça, le crédit bail. Bon, le deuxième élément, c'est les contrats de location simple.
Mais la question, c'est de savoir c'est quoi en réalité contrat de location simple. C'est ce que nous allons voir aussi par la suite. On dit les contrats de location simple dont la redevance locative ne fait l'objet d'aucun retraitement. Voilà cette petite illustration, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Forme qui nous permet de définir ces deux tontons. On dit la location-acquisition, hein, le premier point. On dit contrat de location assorti d'une option d'achat dont le preneur est raisonnablement certain de lever l'option. C'est que je te donne. Il y a certains qui le font, non? On dit, venez prendre des ordinateurs à 0 francs. En réalité, c'est pas 0 francs. Tu vas payer petit à petit. C'est en fait un système financier qui permet d'obtenir quelque chose que tu n'as pas la capacité d'obtenir en même temps. On te permet de l'avoir petit à petit, c'est tout. C'est juste un système. Donc ici, on dit contrat de location assorti d'une option d'achat dont le preneur est raisonnablement certain de lever l'option. Lever l'option, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à la fin de l'année, tu vas payer. Lever l'option, il y a une somme de levée d'option qu'on paye. C'est qu'à la fin, là, après avoir payé les intérêts et tout ça, là, il y a un montant forfaitaire qu'on donne à la fin. Tu payes et puis on te donne le bien maintenant, c'est fini. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, si on est certain que à la fin, le bien va t'appartenir, on parle automatiquement de location-acquisition. C'est ce que le cours nous dit. Contrat de crédit bail, contrat de location-vente. C'est les deux tontons là qu'on parle, qu'on appelle location-acquisition. Maintenant, location simple, c'est quoi? On parle de location simple lorsque la durée du contrat est inférieure à 12 mois. Ce qui veut automatiquement dire que location-acquisition, c'est lorsque c'est supérieur à 12 mois. On se comprend. Levée d'option en fin de contrat est hypothétique, c'est-à-dire que c'est incertain. Toi-même, tu vois que le montant de la levée d'option est tellement élevé que c'est pas certain que la personne là va vouloir à la fin du contrat lever l'option. C'est hypothétique. Exemple, prix de lever, voilà, prix de lever, comment on dit, très élevé. Quand c'est très élevé, on dit non, ça c'est une location, c'est pas location acquisition parce qu'il va pas l'acquérir. On dit acquisition, acquérir. À la fin, tu dois acquérir le bien. C'est pourquoi on te permet de le mettre à la titre du bilan aussi. Pour pouvoir déjà l'amortir, puisque le bien tu l'as, tu l'utilises, ça doit payer de valeur. Même si c'est pas pour toi, on te dit mets-le à la titre du bilan parce que tout bien mis à la titre du bilan perd toujours sa valeur du fait de son utilisation. Sinon, à la base, tu dois le mettre dans les charges. Mais tu ne le mets pas dans les charges, mais plutôt dans les actifs parce que, je l'ai déjà expliqué, tu as le droit d'utilisation et ça te génère des avantages. Donc, sur le plan économique, en tout cas, c'est toi qui l'utilises. Quand bien même que ça ne t'appartient pas. Donc, il faut que ça soit plus élevé. Comme on dit, la durée de contrat soit inférieure plutôt à 12 mois pour que ça soit une location simple. Mais quand c'est supérieur, c'est location-acquisition. Et il y a aussi la levée d'option là-bas. Mais ici, c'est que lorsque la levée d'option n'est pas certaine, il n'y a donc pas de levée d'option. Ou bien, quand on voit que non, c'est trop élevé, la personne là, je ne suis pas sûr qu'il va prendre ça. Après. Maintenant, le dernier, montant de l'actif sous-jacent, pas significatif. L'actif même n'est pas trop élevé. Pourquoi dire encore que c'est, comme on dit, une location-acquisition? Le montant n'est pas trop élevé. Il va payer ça certainement au bout de... On va pas quand même 50 000 francs venir parler de crédit bail. Ça, c'est une location simple. On suppose que au moins si tu utilises bien si tu utilises bien le bien en question, bon, ça fait bien, mais vous avez compris les deux biens. Donc, si tu utilises bien le bien en question, je pense que au bout de 12 mois, tu peux quand même régler. Ça va donc certainement pas dépasser les 12 mois pour qu'on puisse le qualifier de quoi? De location-acquisition. Voilà les règles importantes que vous devez garder en tête pour pouvoir distinguer une location-acquisition et une location simple. Partie 1. Je n'ai pas eu le temps de faire la partie 2 puisque c'est pas ça le plus important pour moi. Ce qui est important à étudier ici, c'est les contrats de location-acquisition. Donc, partie 1, crédit bail et la location-vente ou le leasing. Je ne sais pas si vous avez ça dans le cours. Ah, ok, c'est que j'ai mis en jeu cette partie-là, c'est bien. Donc, crédit bail et location-vente ou le leasing.
Donc, au fur et à mesure que j'évolue, s'il y a quelque chose que j'ai pas mis, vous pouvez mettre parce que je touche beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que j'ai touché, ce que j'ai pas modifié chez vous. Alors, la notion de crédit bail est remplacée par une notion plus large. Je l'avais dit, qui est la location-acquisition, qui prend en compte non seulement le crédit bail lui-même, mais également les contrats similaires, un peu comme les locations-ventes. Donc voilà ce que désormais nous mettons dans location-acquisition. Nous n'allons plus tellement parler de crédit. C'est pas que le crédit bail n'existe plus, hein, ça existe. Mais de façon générale, quand on veut parler de crédit bail, on peut dire que c'est un contrat de location-acquisition. Plus précisément maintenant, un crédit bail. Tout comme on avait dit au début que le terme entreprise a été modifié par le terme entité qui est plus large aussi. Et on a expliqué. C'est la même logique ici. C'est la même logique ici. Alors on dit, cela explique la création d'un nouveau compte. Puisque si on a changé un peu les choses, au lieu de crédit bail, on parle maintenant de location-acquisition, je pense que vous trouvez quand même, je suppose que vous trouvez normal qu'on modifie certains comptes. Puisque avant, il y avait crédit bail, crédit bail, crédit bail. Si on nous dit que maintenant on a changé ça par, et comme on dit, location-acquisition, c'est que les intitulés aussi doivent changer. Donc c'est pourquoi, ici on nous dit, cela explique la création de nouveaux comptes. Ou bien des nouveaux comptes 63-24. Qu'est-ce que je dis? 62-34. C'est pour voir si vous me suivez. OK. Maintenant que j'ai retenu votre attention, on évolue. 62-34. Redevance sur location-vente. Le compte 62-38. Redevance sur autre contrat de location-acquisition. Parce que vous allez voir qu'il y avait certainement un 62-30 quelque chose qui doit être crédit bail ou quelque chose comme ça. Si vous avez le plan comptable, vous pouvez déjà vérifier pour moi l'élément là. Donc, c'est un peu ça. Ah, lui, il était caché là. Je vais chercher fatigué. 62-3. Dans 62-3. 32, les dix bails immobiliers. Voilà. Et ce qui est bien avec ce plan comptable spécifique-là, c'est que tout ce que vous voyez en rouge, c'est des ajouts. Ici, dans ce plan comptable-là, hein, dans les autres, ils n'ont pas fait ça comme ça. Donc, quand vous voyez ici, vous allez voir qu'effectivement, il y avait déjà crédit bail immobilier, crédit bail immobilier. Puisque quand tu prends le bleu là, quand vous voyez bleu, c'est qu'on a modifié l'écriture. On a modifié l'intitulé. Quand c'est rouge, c'est qu'on a ajouté. Ça n'existait pas. Donc ici, vous allez voir que l'antenne 62.3 même a été modifié. Redevance de location-acquisition. Avant, c'était crédit bail. Maintenant que la notion de location-acquisition est venue, au lieu de mettre redevance de crédit bail, on a mis redevance de location-acquisition. Et location-acquisition vient de l'expliquer. On a dit que ça regroupe non seulement les crédits bail, mais aussi les locations-ventes. C'est pourquoi, pour ajouter maintenant les locations-ventes, on a mis ça en rouge ici. Locations-ventes sont en 2,34 et sont en 2,38 qui ont été ajoutés. Ça n'existait pas avant. OK. On évolue. Donc, 62,34 et 62,38. Maintenant, on constate aussi le compte 67,24. Intérêt dans le loyer de location-acquisition, location-vente. Puisqu'il y avait déjà l'intérêt des crédits bail déjà. C'est pas si on se suit. 67,24. Donc, si je viens dans 67, ce qui est bon, c'est que le législateur comptable crée les comptes de sorte que ça puisse nous aider. Nous tous, savons que quand on parle d'intérêt, c'est 67. On est d'accord. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est 62,34. Redevance sur location-vente. Ou bien, ici, on sait déjà que intérêt, c'est 67. Qu'est-ce qu'il a encore mis là-bas? 24. C'est pour vous aider. En fait, ils font ça exprès. Pour vous aider à... Puisqu'on n'a pas le temps de venir bûcher les comptes. Mais quand tu as déjà une logique comptable, tu sais que bon, quand on prend telle rubrique, tu sais que c'est ça quoi. Quand tu maîtrises ces quelques éléments, c'est très facile de maîtriser les comptes sans avoir à les bûcher. Donc c'est ça, 67,24. Et ici, 67,28. Pourquoi intérêt dans le loyer des autres locations-acquisitions? Puisque 63,28 même, et 62,38 même plutôt, étaient déjà redevant sur autres contrats de location-acquisition. C'est tout. Donc, ces 4 comptes ont été ajoutés
dans la classe 6. Et on constate aussi en même temps les comptes 77-4 et 70 et 17-64 dans la classe 1. Le 17-4, c'est pas 77-4, excusez-moi. Le compte 17-4 est un compte de dette financière qu'on peut retrouver dans le DEFIRA. Nous tous nous savons que 16 déjà c'est emprunt, non? Je ne sais pas si je l'ai dit au début. En réalité, le crédit bail, c'est une sorte d'achat à travers un emprunt. Parce que tu n'as pas l'argent, tu ne disposes pas de l'argent pour acheter en même temps. Et ceux qui font généralement ces trucs-là, c'est des entreprises qui font un peu comme les entreprises de BTP. Et BOMAF, vous voyez déjà, pour creuser peut-être la retenue d'eau de la fois dernière, ils ont utilisé des machines pas possibles. Hein. Moi, j'ai vu des machines que BOMAF a utilisées que j'ai jamais vu à Lomé quand d'autres construisaient nos routes. Hein. Il y avait il y a des machines qui vont jusqu'en haut comme ça, là, avec des trucs. Moi, j'ai vu ça sur la route. Donc, imaginez, supposons que Ebomaf n'a pas cette machine-là ici. Soit il va le faire transporter, ou alors il décide carrément de l'acheter, il va auprès de Togo Équipement. Et vous savez que les entreprises de BTP, d'habitude, ce sont des travaux qu'ils font. C'est pas, on va pas dire prestation de service, mais ce sont des travaux qu'ils facturent. Dans le plan comptable, il y a ce compte. Travaux facturés, 75. Il y a son compte de TVA 4433 si j'ai bonne mémoire. TVA sur travaux également. C'est des comptes qu'il faut utiliser pour les BTP. Dans 75 là, eux, vous allez voir que comme ils sont dans le domaine de travaux, généralement, leur comptabilité est un peu spécifique. Je vais lancer ça aussi bientôt. J'espère que je fais en même temps ma publicité. Hein. Il y a tellement de comptabilité qu'on doit lancer. Comptabilité agricole, comptabilité de BTP, comptabilité CCBNL. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas, parce qu'il y a des choses, voilà quoi. Il y a tellement de choses en compta, hein. On revient dans notre sujet. J'étais où même dans le sujet, je suis déjà maintenant. Togo Équipement. Voilà, il décide, il n'a pas les fonds nécessaires, il va aller au niveau de Togo Équipement et demander à ce que Togo Équipement mette à sa disposition un caterpillar ou je sais pas comment, en tout cas les engins lourds là, pour creuser. Et généralement, les entités de BTP, ils sont payés à l'avancement ou à l'achèvement des travaux. C'est pourquoi chez eux, c'est les projets aussi, hein, un peu de projets pour voir les taux d'avancement hein, et autres là, du projet ou de la construction, tout ça. Donc, voilà à peu près quoi. Donc, il n'aura pas peut-être assez de fonds. Mais si c'est une entreprise qui a de notoriété, les banques n'ont pas peur à leur donner l'argent. Arrêtez les banques, hein, ne croyez pas que les banques ne veulent pas vous donner de l'argent. Hein. C'est leur boulot, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent en réalité. Eux font plutôt la cour à ces gens-là en qui peuvent avoir confiance. Parce que la banque ne gagne pas de l'argent avec nos épargnes. Hein. Ce qui lui fait réellement l'argent, c'est le crédit. Ce qui fait vraiment une banque, c'est le crédit. Ils empruntent, ils donnent de l'argent aux États même. On dit construction, vous voyez un État, par exemple, construction quand on prend le Bénin, ce que vous voyez aujourd'hui, les monuments, tout ça là. C'est les banques, hein. Je ne vais pas donner le nom de la banque, mais c'est les banques. Et les assurances surtout, qui gèrent ça. Maintenant, imagine, quand l'État va vouloir repayer, c'est avec des intérêts pas possible. C'est ça qui fait en fait une banque. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le système hein, des BTP. Donc, comme la banque a confiance, la banque est prête à lui donner l'argent dont il a besoin parce qu'il sait qu'il est en communication avec un État. Donc, si pour faire ceci, c'est que de toutes les manières après, l'État togolais va payer Boumaf. Donc, il a la confiance. Il a les garanties nécessaires. Il peut leur donner l'argent. Il peut acheter en désordre ce qu'il veut. Même des fois, pour payer les salariés, c'est pas à la banque. On fait une facilitation de trésorerie. Ils vont là-bas, ils négocient. Et c'est des découvertes bancaires. C'est pas des découvertes bancaires des fois qui sont payés, les salariés, pour éviter des soucis. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'argent. Des fois, ils n'ont pas de liquidité, c'est tout. Ouais, un peu. Mais l'argent, vous savez que l'argent, c'est pas forcément comme ça, hein. L'argent, c'est les chiffres. Hein. C'est pourquoi on dit à certains, leur signature, ça pèse, c'est l'argent. Sinon, c'est rien. Il y a une certaine signature, quand on voit sur ton dossier tout à l'heure, on te donne l'argent, hein, on te fait un prêt. Il n'y a pas à aller revenir, quoi.
C'est quelqu'un qui dit, un expert comptable qui dit, c'est ma signature qui compte. Donc, le reste, c'est rien. Donc, voilà à peu près. Donc, et les comptes 17,4 et 17,64. Donc, ici, c'est juste pour faire un peu une petite comparaison avec les comptes d'emprunt. Compte d'emprunt dans le plan comptable, c'est 16. Ici, ils ont créé ça directement dans le 17 parce que si on prend le 17, vous allez voir que déjà, c'est emprunt et dette assimilée. Maintenant, le 17 nous dit dette de location-acquisition. Ce sont les dettes financières. Ouais, on n'a pas mis ça dans un cadre dette fournisseur. C'est pas dette fournisseur, mais on le met dans un 17. Dette de location-acquisition. Donc, ici, dans la rubrique, vous allez voir qu'il y avait déjà 17.2 et le 17.3. Oui, sauf qu'on a juste un peu modifié l'intitulé. Dette de location-acquisition par crédit bail immobilier. Et le deuxième, dette de location-acquisition. Oui, bonsoir. Dette de location-acquisition, crédit bail immobilier. Ça existait déjà, mais on a modifié un peu pour ajouter location-acquisition. Maintenant, le dernier 17.4, on le met en rouge pour dire que c'est un nouveau compte. Dette de location-acquisition, location-vente. Très simple comme bonjour. Et il y a intérêt couru, 17,64 pour les intérêts courus. C'est tout. Bon, j'évolue. Je sais pourquoi je prends le temps pour expliquer, hein, pour que vous compreniez en même temps, quoi, que ça soit facile. Sinon, je peux venir dire, bon, on a créé 63,24, on a créé 62,34, non. C'est juste des informations que je vous donne, mais je vous explique avec le plan comptable en même temps pour que vous puissiez vous-même faire le lien. Alors, la location-acquisition, c'est quoi? C'est un contrat de location assorti d'une option achat dont le preneur est raisonnablement certain de lever l'option. Ça, c'est ce qu'on appelle location-acquisition. Même si on l'a déjà défini à travers la petite comparaison entre les deux. Le compte 17, dette de crédit bail et contrat assimilé devient dette de location-acquisition. On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, c'est ça. Le compte 17, dette de crédit bail et contrat assimilé change. Ça devient dette de location-acquisition. Avec maintenant leur subdivision, dette de location-acquisition, crédit bail immobilier, dette de location-acquisition, crédit bail mobilier, dette de location-acquisition, location-vente. C'est pour dire que location-acquisition regroupe ces trois éléments. Crédit bail qui est scindé en deux, mobilier, immobilier, et maintenant location-vente. Je vous fais en même temps le lien hein, pour que... OK. Avec une nouvelle subdivision, 17.4 qui n'existait pas, déjà expliqué, dette, location, acquisition, location de vente. Permettant de faire la distinction entre une location, acquisition, financement à plus d'un an et une location simple à moins d'un an. En raison de l'application du principe du substance over form, j'aime bien utiliser le terme anglais parce que c'est trop simple. L'autre, la prééminence de la, on dirait ça va pas finir. Prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc, maîtriser aussi le terme anglais pour que, voilà quoi. Donc, en raison de l'application du principe du substance over form, les biens acquis sous forme de contrôle, non, sous forme de contrat de location-vente, similaires au contrat plutôt de crédit-bail, sont considérés comme des acquisitions de biens financés par un emprunt. C'est ce que je disais au début. Que quand on parle de crédit-bail, c'est que vous avez acheté un bien, certes, mais sous forme d'emprunt parce que vous n'avez pas payé cash. Si c'est que vous avez payé cash, on va mettre fournisseur. Mais si vous n'avez pas payé cash, c'est une dette financière que vous aurez à payer. C'est comme un emprunt. C'est pourquoi vous voyez 17. Quand c'est un emprunt, on le met dans 16. Mais ici, comme c'est, voilà, on a mis une subdivision propre à lui, 17. Dette de crédit bail ou bien de location acquisition plutôt, aujourd'hui. Plutôt que des locations simples. Si c'était une location simple, c'est le fournisseur, hein, 62, 22, un fournisseur et on évolue. Très simple. Cela signifie que les contrats sont désormais traités comme des acquisitions d'immobilisation, enregistrant les actifs classe 2 et les dettes correspondantes compte 17.4. Cela améliore la transparence. Donc, la convention, voilà, et transparence.
Cela améliore la transparence, la précision et la comparabilité des états financiers. Par conséquent, les immobilisations corporelles acquises en location-acquisition sont comptabilisées dans les nouveaux comptes 2286. Terrain de location-acquisition, si c'est un terrain. Puisque tout le monde sait que quand on parle de terrain, c'est 22. Quand on parle de bâtiment, c'est 23. Quand on parle de matériel, c'est 24. En fait, vous devez maîtriser ça aussi. Quand on parle de 25, c'est les avances et à compte, les titres de participation. Cher comptable, faites cet exercice. Jusqu'à la fin de, je voudrais bien dire fin de cette semaine, mais jusqu'à la fin de cette formation, faites tout pour maîtriser le plan comptable. Je ne dis pas d'aller bûcher. Quand on dit classe 1, tu dois savoir que c'est les ressources durables, les capitaux propres. Et quand on dit, comme on dit, la classe 2, c'est les immobilisations, les actifs immobilisés ou les emplois stables. Quand on dit 3, c'est les stocks et les encours. Quand on dit 4, c'est les créances et les dettes. Autrement dit, les comptes tierces. Quand on dit 5, c'est quoi? C'est la trésorerie. Quand on dit 6, c'est les charges AO. Quand on dit 7, c'est les produits AO. Quand on dit 8, ça c'est subdivisé en deux. Mais on va dire quand même c'est les charges et les produits HAO. Maintenant, si on veut subdiviser, les 8 paires sont les produits HAO. Les 8 impairs sont les charges HAO. Qu'est-ce que j'avais dit premièrement? AO? C'est une erreur. HAO. Si j'ai dit AO, c'est pour voir si vous me suivez. Donc voilà à peu près. Donc, cher comptable, vous devez maîtriser 9, c'est la comptabilité d'engagement ou la comptabilité analytique de gestion des comptes un peu rarement utilisés. Maintenant, c'est une bonne chose de maîtriser 1, 2, 3, tout ça là. Maintenant, à l'intérieur, vous devez maîtriser chaque rubrique, les comptes à deux. Si on prend la classe 1, 10, c'est quoi? C'est le capital. Quand on prend 11, c'est quoi? Les réserves. Quand on prend 12, c'est quoi? Le résultat. Quand on prend 13, non, 12, c'est quoi? C'est les reports à nouveau. Quand on prend 13, c'est quoi? Le résultat. Quand on prend 14, c'est quoi? Les subventions, c'est ça, non? Vérifiez. Mais s'il vous plaît, vous devez maîtriser ça. Vous voyez que moi, Ah voilà, les subventions. Ouais, c'est un peu rouillé dans la tête, mais c'est... Voilà. 15, c'est les provisions. 16, les emprunts. 17, on vient de parler de ça. L'occasion, les dettes de location, acquisition. Ici, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas changé ça. Ouais, dette de location, acquisition. Moi, c'est le premier que j'ai acheté. Vérifie chez toi. Ceux qui ont acheté le nouveau, ils ont changé sûrement. Parce que moi, j'ai acheté quand c'est sorti en même temps là. C'est nous qui avons acheté cher, cher, cher. Vous, c'est 5 000 maintenant aujourd'hui, non? Donc voilà à peu près. 18, vous devez maîtriser, hein, c'est important. Maintenant, au moins à 2. Mais si vous voulez à 3, vous voulez aller à 3, bon, c'est aussi bon. Quand on prend la rubrique 2, quand on prend plutôt la classe 2, là-bas aussi, 20, qui n'existe plus, c'était les charges immobilisées. Voilà, le 21, les incorporels, non? Incorporels. Le 22, on a dit ça aujourd'hui, le terre. 23 bas, 24 mains, 25 avance. Bien les trucs de titre de participation. Non, c'est avance. C'est quoi? 26 plutôt au titre de participation. 27 financière. 28 à mort, ça ne réfléchit. Quand vous voyez 8 en deuxième position d'un compte, tout de suite pensez aux amortissements. 9 en deuxième position, aux provisions ou aux dépréciations. Le 29, c'est quoi? Il n'y a pas 30. Donc on vient. Au niveau de 3, 31, marchandises. 32, matière. 33, autre approvisionnement. 34, produits en cours. C'est ça. Parce que quand tu commences par créer ce truc-là, tu peux le mettre quand c'est fini. Quand tu finis de produire réellement, ça devient un produit fini. Tu peux le mettre dans le vrai compte. 35, service en cours. 36, produit fini. 37, 38,
39. On avait dit 9 toujours là, n'oubliez pas. 38, on peut pas parler, 8 ne peut pas être amortissement. Donc ça, on oublie en même temps. C'est 8 en deuxième position d'un compte de 2 ou d'un 6 qui traduit amortissement. 2 ou 6, vous le gardez. 2 ou 6. OK. Au niveau de 4, je trouve ça intéressant. Hein, c'est pourquoi je laisse le cours, parce que c'est important. Ça vous aide en même temps à faire un truc là. Comme ça, quand vous serez chez vous, c'est le même exercice que vous devez faire. Faites-le, je vous garantis. Ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Faites-le. On est déjà sur le 4. 4, 40. 41. Donc les créances. Les créances clients. 42, personnel. 43, non, c'est pas État. Ça, c'est les organismes sociaux, oui. 44, c'est État. 45, internationaux, oui, oui. 46, c'est pas par hasard les créances douteuses. Vérifiez. 46, oh, désolé. Désolé. 46, c'est normal, les apporteurs. 47, divers, voilà, les créditeurs divers. 48, 48, ça peut être les fournisseurs d'investissement et autres là. Le 49, n'oubliez pas, 9 en deuxième. C'est ici que je devais parler de dépréciation là même. Oui. Avant de... Ah, ok. On est déjà sur 49. 50. Titre de participation. Placement plutôt. Placement, voilà. Titre de placement. Oui. 51. Les valeurs encaissées. Les chèques encaissés, les chèques en encaissement. Vous ne devez pas oublier. Hein? 52. Oh. Ça, même si vous dormez, c'est la trésorerie. Hein? La banque. 53. 54. 55 est nouveau. Donc, oui, 55. Les IME. N'oubliez pas ça, c'est nouveau. On va l'étudier dans le cours. Les IME, ça n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, ça existe en entreprise. Les comptes flows, T-Money, là, existent. Hein. Désormais, oui, tout comme tu as caisse même, tu as caisse électronique flows. À l'entreprise, tu peux tenir ça. Flows, tu peux créer T-Money. Ah, aujourd'hui, c'est un plus T-Money. Yasmine a pris le dessus. OK. Donc, voilà. Bon, ainsi de suite, je vous laisse continuer le reste. On revient au cours. Donc, vous voyez que c'est important. Quelque part, je vous ai battu, hein. Puisque moi, je l'ai fait sans regarder dans le plan comptable. Maintenant, on va voir d'ici la fin du cours, de la formation, je veux dire, celui qui va me battre, je vais le féliciter. OK, 2286, on a dit terrain de location-acquisition qui a été créé. Le 2316, bâtiment sur sol propre de location-acquisition. Le 2326, bâtiment sur sol d'autrui de location-acquisition, etc., etc. 2416, matériel et outillage industriel de location-acquisition. Ce sont des tontons là, les tontons là que vous pouvez retrouver dans les BTP. Hein. Par exemple, les matériels et outillages industriels. J'ai donné l'exemple de Boma qui veut peut-être, voilà, il prend ça. Donc, vous devez, c'est le compte là, hein, ça ne doit pas vous échapper au fait. Matériel et outillage agricole de location acquisition 2446. Matériel et mobilier de location acquisition et le 2456. Ça, c'est les véhicules. Donc, matériel de transport de location acquisition. On va aller directement avec les schémas d'écriture. Réforme au niveau du compte et fonctionnement des comptes. Schéma d'écriture. Étape 1. On peut aller, je parle de crédit bail, hein, les contrats de location acquisition, schéma d'écriture. Étape 1. Un bien loué doit être activé dès qu'il répond aux critères d'un actif. On l'avait dit dans le substance overform que malgré que la forme juridique, on n'a pas comment on dit, un contrat qui traduit la forme juridique ou bien l'aspect juridique de la chose, on nous dit de quand même mettre ça à la titre de notre bilan parce que il y a eu quand même constatation d'utilisation. Hein. Économiquement, c'est lui qui utilise le bien.
Donc, pour cela, on doit le mettre à l'actif du bilan. Et si on doit le mettre à l'actif du bilan, voilà le compte qu'on vous demande d'utiliser. Le 2, j'ai mis is et puis 6. Ça veut dire que si c'est matériel de transport, c'est 24,5. Nous tous savoir que matériel de transport, c'est 24,5. Maintenant, vous ajoutez les 6 pour dire que c'est matériel de transport, mais location-acquisition. C'est quoi j'ai dit? Compte d'immobilisation. Je ne voulais pas généraliser. J'ai donné un truc là, comme ça vous-même vous saurez. Si c'est un terrain, non, 22, 16 par exemple. Si ça doit être 16, je ne sais plus, hein. C'est bon? Si c'est un bâtiment, 23, 6. Si c'est un matériel immobilier, généralement les matériels immobiliers ne se prennent pas en location-acquisition d'habitude. Mais si on suppose, alors, ça fait 24, 46. Mais ça existe, puisque en haut ici, je pense les avoir listés même. Hein? Ici, 24, 46, ça existe. Matériel et mobilier de location, mais ça doit être des trucs qui coûtent. Donc voilà, c'est très simple à maîtriser. Hein. L'essentiel, c'est que quand c'est crédit bail, je prends le même compte, mais je mets 6 en quatrième position. Gardez ça en tête comme ça. Donc, je le mets au débit. Pas le crédit de quoi? Attention, est-ce que je l'ai acheté réellement? J'ai déjà payé? Non. Je ne peux pas utiliser ici 48,12 ou 48,13. Qu'est-ce que je dis? 48,12 ou 48,11. Non, je ne dois pas utiliser ces deux comptes. On sait que d'habitude, quand on achète une immobilisation, c'est le 2, pas le 48,12 quand c'est corporel, ou le 48,11 quand c'est incorporel. On est d'accord? Mais ici, tu ne l'as pas acheté réellement. Tu n'as pas payé cash, quoi. Ça, tu n'as pas acheté réellement, en fait. Mais c'est un paiement via emprunt. Donc ici, on te dit, il faut le mettre dans un 17, comme on l'a étudié tout à l'heure. Dette de location acquisition. Ici aussi, j'ai mis, ici, ça dépend. Si c'est crédit bail immobilier ou location vente. C'est pourquoi j'ai mis ça ici. Donc, tu mets le compte existe avec leurs détails. Donc, tu le mets. Avec quel montant? Avec la valeur du bien loué. Mais vous ne devez pas oublier, la valeur du bien loué, en réalité, dedans, on met déjà tout. Hein. La personne va mettre déjà son intérêt. Il va mettre tout. On est d'accord. Si je vends ça à 500 000, tu veux le prendre en crédit, bah, je vais pas te le donner à 500 000. Je te dis, ah, mon frère, tu sais, je te le donne à 1,2 million. Hein. Si tu es d'accord, je te le donne. Là, c'est ça le work and pay. Tu viens maintenant payer petit à petit. Au fait, le work and pay où la personne vient chaque soir donner là, c'est le remboursement du loyer, ça. Le loyer de la moto en question là. Ça, c'est tout. Jusqu'à ce que quand c'est fini, c'est fini. Le bien revient maintenant, redevient maintenant sa propriété. En fait, c'est ça la logique, en fait. Donc ici, c'est ça, hein. 2 par le 17. Mais c'est pas fini. À l'étape 2, à la fin de chaque période, l'entreprise passe une écriture normale de redevance de crédit bail, suivie du règlement. Je vais parler de quelle période? La période de paiement. Tu le prends, je te dis, à la fin de chaque année, tonton, viens me payer telle valeur. Ou bien à la fin de chaque mois, tu dois venir me payer telle valeur. On l'a défini, hein, et tout est dans le tableau d'amortissement du bien en question. Ou bien du crédit bail en question. Alors, le tonton va faire quoi? Comme c'est un paiement, c'est une charge. On est d'accord? Donc, il va débiter un compte de charge. Lequel? Le 62,3. Redevance de location-acquisition. J'ai mis le IS à la fin pour dire que ça dépend également. Donc, si on prend le 62,3, ici, on voit, tout le monde sait que 62 déjà, c'est location. Maintenant, on prend 62,3, redevance de location-acquisition pour le différencier du 62,22, location de bâtiment, location de terrain, 62,21, location de matériel, outillage. Ça, c'est les locations simples, même ça. Mais si on dit redevance de location-acquisition, ça veut dire que c'est une location-acquisition. Et vous voyez les détails, non? 62,32 pour crédit bail immobilier, 62,33 pour crédit bail mobilier, 62,34, un nouveau compte, on l'a déjà vu. Location-vente, 62,38, autre contrat de location-acquisition. Par le crédit du 41, crédit financier. Le 41 ici est le crédit financier. C'est celui qui, si c'est Togo Équipement, tu es parti à Togo Équipement pour prendre les véhicules là, c'est Togo Équipement que tu dois créer sur le compte 41 ici. Après, il faut le régler, non? Ça, c'est comptabilité d'engagement qu'on vient de faire. Donc, tu le règles. La dette, une partie de cette dette-là diminue ici et ta trésorerie est créditée. Diminution d'argent sur ta trésorerie. Le loyer mensuel toujours.
Et la fois dernière, je disais aux autres que ça peut être aussi annuellement, hein. Ça dépend de comment le contrat a été, voilà, signé. Donc, chaque mois, tu peux verser telle valeur. Bien, chaque année, chaque fin d'année, tu verses une valeur bloquée. Faut respecter ça. Sinon, tout dépend du contrat que vous avez signé. Étape 3. À la clôture de l'exercice, la dette de location-acquisition fait l'objet d'un éclatement dans le compte 17 et de charges d'intérêt. Au cours de l'année, tu as comptabilisé, il n'y a pas de souci. Mais attention, vous savez que, comme je viens de le dire, dans le loyer que vous payez, il y a l'intérêt dedans. Je l'ai dit au début que la valeur du bien, c'est 500 000, mais je te le loue à 1 200 000. C'est qu'en réalité, quelque part, je suis en train de payer des intérêts en même temps. Peut-être même que dans les 1 200 000, il y a aussi le prix de levée d'option directement dedans. Donc ici, on nous dit, à la clôture de l'exercice, il faut éclater le compte de telle sorte que tu puisses ventiler chacun dans son élément. L'image fidèle nous oblige, la régularité et transparence nous oblige à le faire. Donc ici, je dois ramener chacun dans leur compte en faisant quoi? On dit en gros, la redevance est annulée et éclatée en remboursement de quoi? De la dette. Puisqu'on te dit que tu viens de régler. À l'achat du bien, on te dit que tu avais passé à l'achat du bien, par crédit bail, tu as passé un 2, 6 par un 17. On est d'accord? Oui. D'une valeur donnée, peut-être 10 millions. Maintenant, on dit à la fin de chaque mois, tu paies petit à petit. Et quand tu paies, on te dit que tu dois utiliser un 62,3, c'est ça? Et en revanche, au crédit ici, nous aurons, je vais oublier la comptabilité d'engagement pour aller vite, c'est bon? Je vais mettre un 5 ici. Mais ici, combien tu as payé? Peut-être que tu as payé 1 million. Si tu laisses ça comme ça, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. On sait que le crédit ici, c'est une dette, non? Ici, c'est un actif. L'actif ne va pas changer à moins qu'il y ait amortissement. Ou bien, mais pour le moment, on n'a pas encore parlé d'amortissement. On te dit que tu as réglé 1 million. Pourquoi? Est-ce que c'est normal de garder toujours 10 millions sur le compte 17 pour dire que tu dois toujours 17 et que tu dois toujours 10 millions? Non. La dette doit diminuer. Donc, ici, on te dit qu'il faut éclater ce tonton parce qu'on sait que ici, là, il y a une partie qui concerne ce tonton et une autre partie qui concerne l'intérêt. Il faut l'éclater. Chacun n'a qu'à aller à sa place. Donc, ici, là, maintenant, tu vas passer une écriture où le 62,3 là est annulé. De quelle valeur? De 1 million. Mais en l'annulant, qu'est-ce qui va te passer? C'est que tu vas le ventiler maintenant dans leur compte respectif. C'est plutôt comme ça. 1 million. Mais dans quel compte ça va aller maintenant? C'est dans cet tonton. Un 17 et un intérêt. Donc, le 17, pour quelle valeur? Le loyer, naturellement. On va supposer que dans les 1 million, le loyer même qu'on a payé, c'est un exemple, c'est 800 000. Donc, le loyer de 800 000. Et ici, l'intérêt qui est de 67,2. Ça dépend ici aussi, il va aller chercher l'intérêt sur quoi? C'est pourquoi j'ai mis ici là-bas, 200 000. Je l'ai juste éclaté. Parce qu'en réalité, tu payes une partie des 10 millions qui est 800 000, mais il y a aussi l'intérêt que tu dois supporter lors du paiement là. Et l'intérêt est une charge. C'est juste une charge que tu as supportée. Mais réellement, ce que tu as payé sur les 10 millions, c'est 800 000. C'est ce que tu auras à faire. Ça y est, l'écriture sera passée à chaque fois. Mais à la fin de l'année, tu régularises tout simplement. C'est juste une régularisation. Tu tires ta balance, tu vérifies. OK, quel est le montant global que j'ai réglé au cours de l'année? Tu le mets au crédit pour l'annuler. Maintenant, pour pouvoir déterminer, puisque généralement, dans le contrat, la personne ne va jamais te donner un taux d'intérêt. Généralement, il n'y a pas ça. Et pour pouvoir le calculer, on nous propose une formule qu'on va voir tout à l'heure. Pour pouvoir éclater cela. Oui, bien sûr, je vous ramène en mathématiques, dans les calculs.
Donc ici, on nous dit, ici j'aime dire étape 3 bis, pour pouvoir éclater la redevance fixe en intérêt et amortissement d'emprunt, il faut raisonner en annuité constante pour dégager le taux d'intérêt. Voilà la formule. VO la valeur d'origine, donc le montant du bien, égal à R. R ici, on dit c'est le montant du versement mensuel que vous versez, que vous reversez. Bon, 1 moins 1 plus I. L'inconnu en réalité, c'est le I. On ne le connaît pas, c'est ce qu'on veut déterminer. Pour connaître le taux, pour pouvoir après calculer l'intérêt en multipliant la dette à rembourser par le taux. C'est bon? Bon, divisé par I. Donc ici, je n'ai rien à expliquer. Hein. I est l'inconnu. N, c'est quoi? N, c'est le nombre de versements. Si tu as décidé de payer en 12 versements annuels, donc le N est le nombre de versements. C'est vrai que dans mon explication, j'ai dit le loyer mensuel. Ça peut être annuel. Donc, le nombre de versements, vous le mettez là-bas. Le PLO, c'est quoi? C'est le prix de levée d'option. Souvent, il y a un prix de levée d'option. Dans ces cas-là, on va dire, bon, après avoir fait le paiement, ça est pour faciliter la signature, quoi. Que maintenant, ça devient pour toi, on paie un montant forfaitaire qui est toujours décidé par le contrat. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi on disait, si le prix de levée d'option est trop élevé, ou bien on suppose que c'est hypothétique, on le prend comme location simple, parce qu'on sait que la personne ne pourra pas payer après. Donc, ce n'est pas une location acquisition. Parce que pour qu'il y ait location acquisition, c'est que le bien doit redevenir la propriété de la personne. C'est pourquoi il le met à la titre du bilan. Or, si c'est pas une location acquisition, tu ne dois pas le mettre le truc ne t'appartient pas. Pourquoi il faut le mettre à ton actif? Je sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi ces termes-là sont très importants pour pouvoir distinguer ce que c'est qu'une location-acquisition et ce qu'il n'est pas. Intérêt est égal à dette à rembourser. Voilà la petite formule qui vous permet d'éclater sur son compte. Maintenant que vous avez fait ça là, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est bon. Et c'est ça qu'il faut faire chaque année, ça là chaque année. Si c'est mensuel, donc chaque mois, jusqu'à ce que vous ne regroupez le montant annuel. Donc quelque part, moi, ce que j'ai fait ici, c'est l'écriture annuelle. Hein. Quelque part. C'est pas si on se comprend. Mais ici, on me dit que c'est à la fin de l'année, il faut éclater. À la fin de l'exercice, vous éclatez. Donc voilà, à peu près. Ensuite, ceci est annuel. Donc, quelque part, on peut dire que c'est un versement de peut-être 12, puisque c'est 800 millions à rembourser en réalité ici. Ouais, un peu. Sauf si je mettais plutôt 1 million 200 000, alors là, je peux dire que c'est 10 versements alors. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce qu'en 10 versements, je peux payer les 10 millions. Ça là, c'est juste supplémentaire que je dois supporter. Ouais, un peu. C'est ça un peu, voilà, la logique de ce genre de choses. Donc, tout ce que la personne a ajouté là. Donc, voilà à peu près ce que on nous dit. La valeur du bien est là, 500 000, comme je l'ai dit. Mais en réalité, quand tu vas finir de payer, tu vas voir que c'est 1 200 000 que tu vas payer. C'est qu'il y a intérêt qui a été ajouté. Bon, si c'est bon, voilà. Est-ce que vous avez cette formule? Bien, c'est différent. C'est différent. Mettez plutôt cette formule-là. J'avais mis une formule avant, mais mettez plutôt celle-là. J'ai trouvé ceci plus, on ne peut plus raisonnable. Ça a plus marché que l'autre, quoi, que j'avais mis. Mettez-moi cette formule. Ah, malheureusement, les autres n'ont pas pu nous rejoindre. Hein. Ah, je vois quelqu'un, un instant. Ah, ok. Madame Victoire. Ok. Il y a une personne en ligne. Actuellement, on a 4 personnes en présentiel, là. 5 personnes. Ok. Donc, le compte est bon. Donc, désormais, quand on parle de crédit bail,
N'ayez plus peur, hein, c'est ça, il n'y a rien. Avant, quand on entendait ça, c'est encore quoi? C'est simple. Ouais, puis quand on explique, vous voyez la logique, c'est très simple. Donc, ouais, c'est différent. Utilisez-moi plutôt ceci. Je préfère ça là. Parce que j'avais utilisé l'autre là, ça n'a pas donné. C'est une formule que j'avais pris quelque part, mais ça ne donnait pas ce que je voulais. Mais ça là, c'est bon. Donc, une fois que vous avez le I, parce que c'est le plus important, dès que vous avez le I là, le taux I, vous le multipliez par la dette à rembourser. Ça vous permet d'avoir une idée sur le montant, hein, de l'intérêt. Et vous faites la différence. Bon, autrement dit, vous prenez plutôt VO là. Hein, la VO, oui, c'est la dette à rembourser. Puisque la dette à rembourser n'est que le VO morcelé. Je sais pas si on se comprend. Hmm. Ou bien, non, c'est pas ça. Dans la dette à rembourser, on a déjà l'intérêt dedans. Vous prenez plutôt la valeur d'origine, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui m'a poussé à donner cette formule-là? Intérêt égal à dette à rembourser. OK. Vous prenez tout simplement la valeur d'origine, hein. Vous prenez la valeur d'origine, multiplié par le taux. Dès que vous l'avez, vous aurez plutôt l'intérêt global alors. Ouais, un peu. Vous divisez par le nombre de versements. C'est tout. Je pense que ça va plus le donner. Qu'est-ce qui m'a poussé à donner cette formule? Je sais pas à quoi je pensais. Je vais revoir après. Parce que si on prend la tête à rembourser, il y a déjà l'intérêt. Mais en haut, là, il n'y a pas de problème, hein. Je parle juste de ceci. Ouais, c'est un ajout que j'avais voulu mettre là-bas. Donc voilà. Ça, je vais revoir ça après pour voir si le raisonnement est OK ou pas. Bon, si c'est bon, je pense que on peut évoluer. De toutes les manières, on peut facilement quand même trouver ce montant-là facilement dans ce qu'on a ici, hein. Mais on évolue, on évolue. Quatrième étape. Cette étape-là, c'est pas forcément une étape. Oui, ça fait partie de l'étape. Étape 4, c'est quoi? Écriture d'amortissement, puisqu'on dit on a mis le bien à notre actif, non? Et tout bien à l'actif doit être amorti, ça, quoi qu'il arrive. Donc, on dit à la clôture de l'exercice, l'immobilisation corporelle doit faire l'objet d'un amortissement si l'actif sous-jacent est un bien amortissable. Sa durée d'amortissement est la durée d'utilité de l'actif. C'est pas la durée de versement de votre, comment on dit, de votre dette, hein, non. La durée du versement peut être différente de la durée même de l'actif. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Dès lors qu'il est prévu au terme du contrat une option d'achat exerçable, si tu es sûr que le bien va redevenir le tien, oui, tu peux y aller. Donc, tu peux l'amortir et le mettre, hein, à l'actif de ton bilan. L'amortissement débute à la date de commencement du contrat de location. Donc, sur 8.1, ici j'ai mis 1 parce que ça peut être corporel comme incorporel. Donc, dotation aux amortissements des innovations corporelles. Et ici, le 28, un 28 normal, hein, un compte d'amortissement comme on l'utilise. Amortissement de matériel de transport, amortissement de, etc., etc. Vous les créez. Maintenant, quatrième étape. La quatrième étape, ou quatrième étape bis, c'est lorsqu'il y aurait une dépréciation. C'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir de dépréciation.
Je ne dis pas que c'est forcément un truc qu'on doit obligatoirement faire, non. Donc ici, on dit de même, en cas d'indice de perte de valeur, à la clôture de l'exercice, l'actif doit être déprécié et comptabilisé. À la suite de l'enregistrement d'une perte de valeur, les dotations aux amortissements futurs de l'actif il y a un problème ici. Les dotations aux amortissements, à la suite de l'enregistrement d'une perte de valeur, les dotations aux amortissements futurs de l'actif sont ajustées pour refléter la valeur comptable révisée. À la suite de l'enregistrement d'une perte de valeur, les dotations aux amortissements futurs de l'actif sont ajustées pour refléter la valeur comptable révisée. Et pourquoi est-ce qu'on doit l'ajuster? On l'a déjà dit, la prudence nous dit de ne pas, on va pas surestimer les valeurs. Tant que le climatiseur que j'ai acheté, on a déjà expliqué, non? Le climatiseur est arrivé à un moment donné, je vois que, ça ne fonctionne plus comme il se doit. Et que dans ma comptabilité, je vois qu'il reste encore peut-être 200 000 francs à épurer comme amortissement. C'est qu'en réalité, je ne dois plus épurer les 200 000, ça a perdu de valeur. Donc, je dois passer une écriture de dépréciation. Ce qui change automatiquement les amortissements à comptabiliser après, puisque ça diminue. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est les règles comptables. Vous maîtrisez déjà. Donc, ici, au début, on va mettre un 109.1 accompagné d'un 29 poussière au crédit. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. 69.1 au débit par un 29 quelque chose au crédit. Dotation, provision des IMO et dépréciation de quelque chose au crédit. Donc ça là, cette écriture n'interviendra pas s'il n'y a pas de dépréciation. Vous l'avez dans le document? Non. Voilà. Vous allez l'ajouter quelque part. C'est une chose, comme je le disais, que j'ai dû ajouter. Si c'est bon, on va continuer. C'est juste l'écriture qu'il faut ici. Mettez juste étape 4 bis en cas d'indice de perte de valeur. C'est tout. Le reste, c'est juste une information. Vous mettez 109.1 ou 29, c'est tout. Montant de la dépréciation. Aussi, c'est saisie de la dépréciation. C'est bon, on peut aller? Alors, étape 5. À la fin du contrat, en cas de levée d'option, on doit comptabiliser le prix de rachat payé. Donc là, aucune écriture n'est à passer car initialement l'hypothèse retenue dans le schéma de comptabilisation et dans le calcul financier est que l'entreprise est propriétaire du bien.
c'est que le bien redevient le tien. Mais n'oubliez pas, on paie quand même le montant de la levée d'option, comme on a dit. Donc, le dernier montant. Donc, en conséquence, l'amortissement du bien est poursuivi. Au cas où l'amortissement du bien, ça y est, ne finit pas avant les différents versements, vous continuez pas à amortir, puisque ça devient déjà votre bien d'ailleurs. Donc, voilà, continuez pas à amortir. On dit en conséquence, l'amortissement du bien est poursuivi jusqu'à son terme et le compte courant de l'emprunt équivalent s'arrête avec cet ultime paiement. Dans le dernier paiement, naturellement, il y aura plus, le compte 17 heures va s'annuler. Il n'y a plus de dettes de crédit bail. Donc là, voilà ce qu'il faut faire. Vous passez la dernière écriture, hein, 62.3, par par le 52.1, hein, comme ceci, tout simplement. Et sur le prix de levée d'option, il n'y a plus d'intérêt là-dessus. Donc, pour le prix de levée d'option, ce qu'on va constater là-bas, c'est que puisque on a passé ça dans un 62.3 encore, faut le ramener comme on a l'habitude de le faire. Donc ici, le prix de levée d'option, c'est ce qu'on appelle encore la valeur résiduelle. Donc, il y a une valeur résiduelle à part les 10 millions là. Il peut peut-être avoir, ou bien, je sais pas, on peut dire qu'on a déjà mis ça dedans. Ça dépend. Donc, voilà à peu près. Ici, il faut passer la la toute dernière écriture, hein, qui sera celle. Et il y a une autre qui va venir. Si c'est bon, je peux évoluer. Je sais pas s'il y a ça il y a pas ça. OK. Là, il y a beaucoup de modifications qu'il va faire après. C'est bon? OK.
C'est bon? Maintenant, c'est bon? Ok. Bon, maintenant que vous avez pas, ici, vous allez voir que, bon, pour gagner du temps, on l'a plus fait en compta d'engagement. On sait qu'il a payé. On a mis 6 au 5 ici. C'est pas un souci. Ensuite, ici, ensuite, on passe l'écriture de retraitement. Il faut retraiter. Le 62 qu'on a mis là-bas, il faut le ramener ici pour annuler définitivement la dette, quoi. Il n'y a plus de dettes. Voilà. Donc, vous le passez. C'est la dernière écriture. Ça, c'est la dernière écriture qu'il faut passer. Ou sinon, l'avant-dernière même. Donc, voilà. Dès que vous faites ceci, c'est bon. Il n'y a pas d'intérêt ici. C'est le prix de levée d'option. C'est, ouais, prix d'achat résiduel. Ça, c'est le prix d'achat résiduel. Il se trouverait naturellement aussi déjà dans le montant qu'on a fait comme on dit au début là. Donc, une fois que c'est bon, bon voilà. Maintenant que vous avez passé cette écriture, on dit il n'y a plus de dettes de location-acquisition, on est d'accord. Mais s'il n'y a plus de dettes de location-acquisition, est-ce que vous devez toujours garder dans les actifs le compte là, 2 avec 6 à la fin, ça là, qu'on avait fait premièrement pour dire que non, c'est pas un bien qu'on a pris réellement, mais qu'on a pris en location-acquisition. Est-ce qu'on doit toujours le laisser là-bas? Non. Pour respecter le principe ou la convention de régularité et transparence, hein, il faut que nous reclassons l'écriture là pour dire que, ah, attention, hein, pour ne pas que les lecteurs de nos états financiers puissent croire qu'il y a toujours des dettes de location-acquisition alors qu'il n'y en a pas. Donc, vu qu'il n'y a plus de dettes de location-acquisition, il faut leur communiquer également l'information comme quoi, ah, nous avons tout réglé, hein. Maintenant, le bien nous appartient. Ce n'est plus un bien en location-acquisition. N'oubliez pas que la compta, comme on l'a dit au début, est un langage. Donc, un comptable qui voit toujours le compte là avec un 6 à la fin, tout de suite, n'ira pas chercher loin. Il va comprendre en même temps que c'est un élément que vous avez pris en crédit bail. Mais quand tu l'annules, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus des choses qui sont en crédit bail, au fait. Sinon, c'est pas pour rien on annule. C'est ça la raison. Donc, à la fin de l'exercice, je passe juste une écriture plutôt. À part ce tonton-là, je passe une écriture qui me permet de remettre chaque tonton à sa place. Ouais, donc, je vais remettre, bon, puis les fonctions pas bien, va évoluer alors, comme ça. Donc, ici, vous allez, à la fin du contrat, après avoir payé le dernier, c'est-à-dire le prix résiduel d'achat là, je reviens, je peux revenir, hein? C'est bon? Euh, prix d'achat résiduel. Merci. Je vous en prie. Donc ici, je passe juste une écriture de reclassement, c'est tout. Il y a rien. Donc, virement du compte d'immobilisation, location, acquisition, en compte d'immobilisation classique. J'annule tout simplement, en fait. J'annule le 24/6 là, ou le 20, en tout cas quelque chose 6. Je remets maintenant le vrai compte même d'immobilisation. Le problème est résolu, sans problème, sans souci. Sans souci. C'est un peu ça qu'il faut faire. Et dans un cas réel, vous n'allez même pas, il n'y a rien. C'est, vous prenez juste le contrat. Je dis le contrat, le tableau d'amortissement de ce bien. Souvent, tous les deux sont déjà là, quoi. Vous prenez ça et puis il y a tout. Il y a toutes les informations. Combien tu dois payer par mois, tu l'as. La seule chose qu'il faut faire, c'est savoir comment calculer l'intérêt, là, c'est tout. Le reste, tout est là. C'est pas comme si tu as quelque chose à faire. Le fournisseur lui-même, il t'a déjà donné le tableau d'amortissement. Tout est là. Faut juste maîtriser l'écriture, comptable à passer et comment il faut la suite. C'est tout, hein? D'accord. Comme vous ici là, c'est la valeur du bien loué plus les intervenants. Je viens de laisser le nom de la. Non, c'est la VO, la valeur d'origine.
puisque à la base, quand tu l'as acheté, c'est entré à la valeur d'origine. Et dans la valeur d'origine, là, se trouve tout ce qu'on a mis, hein, les intérêts, hein, tout ça là sont dedans. C'est la valeur, le prix au coût, qu'est-ce que je dis? C'est le coût auquel tu l'as acheté, le bien en question. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Sinon, ceci équivaut toujours à la même écriture. Donc, voilà un petit cas. Un contrat de location-acquisition. On me dit le 1er janvier N, une entité finance une machine industrielle via un contrat de crédit bail. Et la valeur de la machine est de 450 000. Donc ça, c'est la valeur d'origine même de la machine. Le contrat consiste en une série de 7 versements à terme échu de 80 650. Donc ça veut dire que à la fin de chaque année, si c'est bien entendu sur des années, alors à la fin de chaque année, il y aura un versement de 80 650. Bon, en réalité, c'est 80 650 000, hein, vu qu'il y a un cas ici. Donc, 80 650 francs. Et la durée, donc ça, c'est les versements, hein, donc c'est 7 versements qu'il aura à payer. Donc, la durée d'utilité de la machine est de 10 ans. Donc, ça, c'est la durée d'amortissement de la machine. Et l'option d'achat étant très incitative, le locataire compte lever l'option. Donc, on avait dit, pour qu'on puisse tenir compte, pour qu'on puisse estimer qu'un contrat est un contrat de location-acquisition, il faut que sa durée soit au-delà de 12 mois. Ça, c'est la première option. Donc, déjà, s'il y a 7 versements annuels, c'est que ça dépasse déjà 12 mois. Donc, c'est une location-acquisition. Premier point. Deuxième point, il faut que la levée d'option ne soit pas hypothétique. Donc ici, on voit bien que c'est pas hypothétique. On voit déjà que l'offre n'est pas hypothétique et que on dit que la levée d'option ou bien l'option d'achat est vraiment incitative. Donc on peut vraiment lever l'option. Donc voilà, on voit que on respecte vraiment les conditions qu'il faut pour que l'on puisse considérer ceci comme étant une location acquisition et non une location simple. Donc, le prix d'achat résiduel est fixé à 51 600. Et ça, c'est le prix de rachat. Bien, la valeur résiduelle. Donc, c'est ça, le prix du rachat. Maintenant, on nous dit, les frais d'installation de machines qui s'élèvent à 50 000 K ont été réglés le 15 janvier. Donc, voilà à peu près. Donc, si on va comptabiliser ceci, je pense que c'est simple, hein. Nous allons débiter la valeur du bien. Tous nous savons que désormais, le Sysquada révisé nous dit que quand il y a des frais d'installation, en tout cas des frais accessoires, puisque ceci, ce sont des frais accessoires, cette valeur-là, on doit l'ajouter directement au coût du bien acheté pour former ce qu'on appelle le coût d'acquisition ou le coût d'achat réel. Donc, si on veut prendre le coût d'achat réel à comptabiliser dans le compte 2, nous devons donc naturellement choisir les 450 000 francs du coût de la machine et les frais d'installation qui forment automatiquement le coût d'achat. Mais attention, c'est pas les 500 000, c'est-à-dire les 450 000 plus les 50 000 qui donnent 500 000 qui seront utilisés dans le tableau d'amortissement de, ou bien dans le tableau de remboursement de ce bien. Non, pas du tout. Donc pour cela, nous allons donc naturellement débiter un compte de la classe 2 pour la machine industrielle, créditer un compte 17 pour la dette fictive de crédit bail. Donc un compte 17, si j'ai bonne mémoire, ça doit être dette de crédit bail ou bien dette de location acquisition plutôt. Et ici, vu que c'est un crédit bail, donc on va dire dette de location acquisition crédit bail. Ici, je pense c'est crédit bail mobilier. Donc voilà, c'est une machine industrielle, donc crédit bail immobilier. Donc on va choisir un compte comme ça, qui va prendre les 450 000. Et au crédit, il y aura un compte tiers pour la prestation donc de la personne qui va faire l'installation. Donc c'est quelque chose comme ça qu'on va passer. Bon, ici, c'est pas l'écriture qui m'importe. Je suis sûr que vous allez pouvoir vous-même faire les écritures. Donc, ce que moi je veux plus montrer ici, c'est comment calculer ou comment éclater le montant de la redevance. Puisque ça, c'est la redevance annuelle. Et vous devez savoir que dans cette redevance-là se trouve l'intérêt
et le montant réel remboursé en ce qui concerne, comment on dit, le crédit bail en question. Donc, l'hypothèse 1, c'est que la personne compte lever l'option à la fin du contrat. Et c'est ça l'hypothèse 1 qui nous importe surtout. Donc, on va se jeter. Donc, ici, le tableau d'amortissement du crédit bail. Bon, je vais pas dire que le tableau d'amortissement, mais le tableau de remboursement du crédit bail se présente comme suit. Donc, à la signature, au 1er janvier, nous avons 450 000. Vous voyez que j'ai pas mis 500 000 dans le tableau. C'est 450 000, le coût réel même du bien. Les 50 000 francs étaient juste les frais accessoires. Et naturellement, on va le comptabiliser en comptabilité avec le coût d'achat. Mais ici, c'est le prix d'achat même qu'on doit utiliser dans le crédit bail. Donc ici, 450 000. Et la première échéance vient donc au 31 décembre. Et le loyer, c'est 80 000. Or, ce loyer doit être, comme on dit, on doit le ventiler en dette et en intérêt. En dette de crédit bail et en intérêt. Puisque, comme je l'ai dit au début, ce montant-là, dans ce montant, on peut naturellement retrouver l'intérêt à l'intérieur. Mais comment faire pour le défalquer? C'est là que nous avons besoin de l'écriture qu'on a eu à étudier la fois dernière, de cette formule plutôt. Donc, pour pouvoir déterminer l'intérêt, il nous faut, dans un premier temps, déterminer le taux. Donc, on a besoin de VO égale à R, donc la redevance, multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 1 plus I, en facteur ou bien en parenthèse ici, exposant moins N. Donc, N étant quoi? Le nombre de versements, le nombre de loyers annuels qu'on a eu à verser sur I, le taux. Donc ici, plus le prix de levée d'option, donc la valeur résiduelle ou bien la valeur d'achat, de rachat plutôt. Et ici, en parenthèse, 1 plus I, exposant N moins N. Donc avec ce système, nous pourrions donc naturellement déterminer notre taux. J'ai même fait un fichier Excel ici qui nous permet naturellement d'obtenir le taux approprié en ce qui concerne ceci. Donc on nous a dit 7 versements. La redevance annuelle est tel montant. Donc, si je suppose que je mets notre montant pour fausser un peu les informations ou du moins peut-être le taux. Non, je garde les autres informations, mais je change un peu peut-être le taux à 6, ce qui fait que ça fausse ici la valeur là. Donc, ceci, à travers ceci, je peux... Bon, vous pouvez le faire manuellement et déterminer l'inconnu I. Donc, ici en Excel, j'ai déjà mis les formules qu'il faut. Donc, je peux venir ici dans menu données, validation des données ici, analyse scénario plutôt valeur cible. Donc à travers ceci, je peux dire la valeur que j'aimerais atteindre ici, c'est 450 000 comme le dit le cours. Ici on nous dit bien 450 000 je crois. Non, attention, voilà. Ici, c'est 450 000 la valeur de la machine. Donc naturellement, je viens ici, je mets 450 000 puisque c'est ce que je veux atteindre. 450 000. J'ajoute les 3 zéros. Donc 450 millions plutôt. Et pour atteindre ceci, j'aimerais modifier une cellule qui est le taux. Donc je voudrais qu'il me trouve le taux correspondant à 450 000. Donc je clique là et je valide. Automatiquement, il me fait le calcul et il me dit qu'il me faut un taux de 8%. Et c'est exactement ce taux-là que nous allons utiliser dans notre exercice pour trouver en réalité comment on dit, l'intérêt qu'il faut. Maintenant, pour l'intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. La formule nous dit ici que pour déterminer l'intérêt, il faut la valeur, c'est-à-dire la dette à rembourser. La dette à rembourser, c'est 450 000 pour la première ligne. Vous voyez? Regardez bien la formule. Dette à rembourser fois I. Donc, je reviens sur le schéma ici. Donc, pour pouvoir trouver, ici, c'est la dette à rembourser. Dette à rembourser. Donc, ici, 450 000. Donc, pour trouver l'intérêt, on a juste pris 450 000 multiplié par le taux, qui est, bon, apparemment ici, c'est un taux de 10%, Peut-être que j'ai pas pris les mêmes exemples. Je vais revoir qu'est-ce que j'ai mis ici. 80 650. La valeur résiduelle, c'est combien? 51 600. 7 versements. Donc, ici, pour trouver l'intérêt, on prend 450 000 plutôt multiplié par 8%. Voilà, 8%. Ce qui donne 35 000.
On a dit dette à rembourser. La dette à rembourser, c'est ça. 450 000 multiplié par 8%. Donc, à chaque fois, en fait, on vous devez prendre l'élément qui est au-dessus, au fait. Donc, ça que si je suis ici, je dois prendre ça là, hein, moins ceci. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dois prendre ça là, ou ça là plutôt, multiplié par le taux 8% pour trouver, comment on dit, l'intérêt. Dès que je trouve l'intérêt, je fais ceci maintenant moins ceci. J'ôte ceci dans 80 650 pour obtenir la dette. Ainsi de suite au fait. Donc je reprends. Pour le début, c'est la dette à rembourser. Pour déterminer l'intérêt, je prends la dette à rembourser 450 000 de la première ligne au-dessus, multiplié par le taux de 8% qu'on a dégagé tout à l'heure dans le fichier Excel, 8%. Donc c'est à travers cette formule. Moi, c'est pour aller plus vite que j'ai utilisé ce fichier parce que ça m'aide à aller plus vite pour ne pas faire tout un calcul interminable. Donc directement, je prends tout simplement ces 450 000 là multiplié par le taux de 8% pour obtenir 36 000. C'est ce que vous voyez là. C'est pourquoi j'ai fait le renvoi. Maintenant que vous avez les 36 000, mais tu connais l'intérêt, tu peux déterminer, donc tu connais l'intérêt, tu connais le loyer. Tu peux déterminer la dette réelle que tu es en train de rembourser sur les 450 000. Donc tu prends le loyer que tu connais déjà depuis, moins les intérêts pour obtenir la dette. Donc voilà la dette réelle. Donc, c'est que actuellement, la dette qui te reste à payer, c'est 450 000 moins cette dette. C'est pourquoi pour le deuxième calcul, ça fait 450 000 moins la dette réelle, ce qui nous donne quoi? La dette à rembourser, restante à rembourser. Donc, si on vient sur cette ligne, on va encore prendre quoi? On va prendre les 405 350 multiplié par le taux 8% pour obtenir l'intérêt. Dès que tu as l'intérêt, tu ôtes l'intérêt là de 80 650 pour obtenir la dette restante à rembourser. Dès que tu l'as, tu pourras maintenant calculer le restant, puisque tu sais combien tu as encore remboursé sur cette période. Ce qui reste, c'est que tu prends encore celui d'en haut, moins ça là, pour obtenir ceci. Dès que tu as la dette restante, tu le multiplies par le taux pour obtenir l'intérêt de ce qui suit. Donc, je prends les 357 000 ici, 130 multiplié par le taux pour obtenir l'intérêt. J'obtiens l'intérêt, je fais encore le calcul. Donc, comme d'habitude, je l'ôte de ce montant pour obtenir la dette réelle que je suis en train de rembourser pour la troisième période, la troisième échéance. Dès que je l'obtiens, je fais encore le même calcul pour obtenir le solde. J'ôte ceci maintenant du solde d'avant pour obtenir ceci. Je l'ai, je calcule l'intérêt, 8%. Je déduis l'intérêt du remboursement pour obtenir la dette réelle remboursée. Dès que je l'ai, je continue encore. J'ôte ceci de cette valeur pour obtenir la VCN. Ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dette. Et ici, pour la dernière option, c'est la levée d'option. Donc, je mets la levée d'option qui intervient à la même date, puisque la levée d'option, il n'y a plus d'intérêt. Donc, ici, il n'y a pas d'intérêt à payer. Donc, zéro, la levée d'option, elle est faite. Quand vous sommez tout ça, là, vous voyez que ça donne effectivement le montant de quoi? Le montant de la dette dont vous êtes redevable. 450 000. Voilà comment on fait ce genre de tableau. Dès que vous l'avez, ça vous permet maintenant de passer l'écriture. Donc, ceci, au fait, le pourquoi il faut l'éclater, c'est que ça vous permet tout simplement de passer l'écriture qu'on avait déjà vue ici. Puisqu'on avait dit, après avoir payé la dette là, c'est où déjà? Puisque vous vous rappelez, quand on passait les écritures, on a dit, bon, d'abord, on constate le crédit bail. Donc ici, si on veut voir notre cas là, c'est que notre 2 là va pas prendre 450 000, mais ça va prendre 450 000 plus, comme on dit, ça prendra les 450 000 plus les frais accessoires, puisque dans notre cas, c'est un cas un peu délicat, les frais accessoires vont venir s'ajouter à ceci. Vous voyez un peu. Hein. Donc, je sais pas, hein, c'est un peu ça la logique. Et ensuite, ici, nous aurons ceci. Même, je pense que la logique demanderait même que les frais accessoires ne soient pas dans les dettes de crédit bail. Si on veut respecter la logique que nous sommes en train de faire, c'est que ça ira même directement dans le compte de la machine achetée, directement, avec un autre compte un autre compte tiers qui serait ici. Donc, si je m'en tiens un peu à ceci, à ce cas du Sisquada, vous voyez comment ils ont fait. Ils ont mis 24, 11, 17, 3, 450 000 avec 48, 12, 50 000. Ça là, vous allez voir que c'est différent de la dette. La dette réelle même, c'est 450 000. Ça ne change pas. La dette réelle même de crédit bail ne change pas. Donc moi, dans mon cas, je pense que pour que ça soit encore plus clair, c'est que même ici, on ne va pas mettre directement 24, 11.
on va mettre 24. Nous allons mettre 24, 16 matériel industriel acquis via, comme on dit, location-acquisition, qui va prendre les 450 000 et 24, 11 maintenant pour les frais accessoires. Je vais essayer quand même de proposer l'écriture là tout à l'heure, vous allez voir. Donc, ça, c'est ce que le Sisquada a fait, mais pour une bonne lecture, je pense qu'il serait préférable de le faire autrement. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire, hein, ce que je peux dire à propos de ceci. Donc, je pense que le Sisquada l'a fait directement parce que il n'a pas utilisé le 6 à la fin ici uniquement parce que quelque part il y a les frais accessoires. Mais je pense que on peut quand même l'analyser d'une autre manière. Hein, et puis après, il y a les 50 000 francs qui sont réglés. Mais attention, les 450 000 francs n'ont pas encore été réglés. C'est pourquoi après, une première redevance est payée là, 80 650, et cela est après éclaté ici. Ici, on revient l'annuler et l'éclater comme on l'a fait au cours. Et vous allez voir qu'en l'éclatant, effectivement, on a pris 36 000. 36 000 francs qui représentent la valeur dans le tableau ici de l'intérêt. 36 000. Et la dette réelle, ceci ira dans le 17. Vous voyez, dans le compte 17. 44 650. Et c'est ce que vous voyez là. 44 650. Vous voyez un peu. Et 80 650 sera le loyer, le compte de charge qui est en train d'être annulé ici au crédit. Donc c'est éclaté. Et c'est la même logique que vous aurez à faire, les mêmes écritures. À la fin de l'année, vous comptabilisez l'amortissement de ce bien, puisque c'est amorti sur 10 ans. Donc c'est ça, 500 000 multiplié par 1 fois et sur 10. Donc sur 10 ans. Vous voyez. Pour l'amortissement, on amortit au coût d'achat. Mais pour le truc là, c'est pas au coût d'achat, on respecte tout simplement le prix d'achat du bien, puisque les frais d'installation ne font pas partie de l'achat même du bien. Donc voilà à peu près. Donc pour l'amortissement, on va tenir compte de 500 000, mais pour l'autre là, on va tenir compte plutôt de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc j'espère que cela est on ne peut plus clair, hein, on ne peut plus clair. Donc voilà ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Donc voilà, ainsi de suite, hein, l'année qui suit, hein, déjà ici, on va lever l'option, règlement du prix de levée d'option, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'écriture ne soit hein, totalement finie. Bon, ça c'est un autre cas qui se trouve encore ici. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que tout est on ne peut plus clair. Certes, j'ai pas proposé d'écriture concernant le cas, mais ce que je voulais expliquer, c'est beaucoup plus la partie intérêt. C'est ça qui m'importait le plus. Comment en réalité on calcule ceci. L'intérêt là, c'est la dette à rembourser multipliée par le I, le taux. Donc c'est un peu ça. Bon, je vais donc m'arrêter là pour ces écritures. S'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser en inbox. Je me ferai vraiment le plaisir de vous